Voilà donc, nous avons fait le tour des intervenants présents. Par contre, je pense que le président Mabadi pourrait prendre la parole pour celui qui devait présenter une communication sur les Comores. Est-ce que le président est en ligne? Monsieur Mabadi. Oui, ça y est. Ah, Oui, voilà. Oui, écoutez, volontiers, pour boucler ces échanges, l'honneur me choix. Euh, OK. Et donc, oui, nous parlions précisément de l'Afrique globale unifiée, qui contient le continent, les îles occupées et les diasporas. Et donc, le cas des Comores peut illustrer au moins les deux axes qui sont les îles et illustrer le rôle des diasporas. Je salue au passage des frères et sœurs de combat du côté de l'unification des îles. J'ai reconnu Laurence de la Réunion, j'ai reconnu Raymond de la Martinique, Raymond qui fait déjà partie de la coordination régionale du bloc des îles. Et donc, c'est très volontiers que je pallie à l'absence de l'honorable Sébastien Nadeau et pour parler du rôle de la diaspora. Euh, Ce faisant, je vais décliner le cas que je connais assez bien et brièvement, le cas des Comores. Le cas des Comores que je vais présenter, on va dire les séquences historiques importantes que je vais découper en trois parties et dans chacune des parties illustrer quel a été le rôle de la diaspora et surtout dans les temps présents, quel peut être son apport, disons, substantiel dans la libération des Comores qui sont sous occupation coloniale d'une part et malheureusement, comme beaucoup d'autres pays de l'Afrique globale, sous dictature. Alors, la première partie, c'est, on va dire, la partie avant les indépendances. Les indépendances, nous avons fait partie de la cinquième vague des indépendances, rappelez-vous, lorsque le grand général de Gaulle, dans sa magnanimité, a dû octroyer des indépendances comme nous pouvons le lire dans les manuels d'histoire. Lorsqu'il a octroyé les indépendances aux pays africains, suite à son échec dans la guerre d'Algérie, nous parlons ici d'échec diplomatique, bien entendu, les Comores ont surfé et on fait partie de la cinquième vague. J'ai une pensée pour nos frères et sœurs de la Nouvelle-Calédonie qui ont dû laisser passer cette vague. C'est quelque chose à refaire. Et dans ce premier point, je voudrais souligner le fait que euh, l'accès à l'indépendance des Comores, si je puis dire, nous vient de la diaspora. C'est la diaspora qui est installée en Tanzanie, la Tanzanie sous Nyerere dans les années 60, qui est né le Moulinako, mouvement de libération des Comores, qui ont fait, alors c'est un groupe d'activistes déterminés à accéder à l'indépendance, qui ont pu bénéficier, je dirais, de cette formation politique de la libération de l'Afrique de l'Est. On était sous Mwalimu Nyerere. Et donc, grâce à la radio qui leur a été mise à disposition,
ils ont pu faire campagne en faveur de l'indépendance, si bien que à l'époque, on arrive à un certain Ahmed Abdallah, président d'un gouvernement autonome, qui est quand même sous la houle de la France-Afrique. Donc ça, ce n'est pas étonnant en ces temps-là. Eh ben, il a été acculé à aller vers l'indépendance suite à un consensus entre les différents partis. Donc, l'indépendance, ça nous vient de la diaspora, c'est très important et on n'est certainement pas le seul exemple d'espèce. Et donc, là, on va passer rapidement à la période post-coloniale, qu'on appelle ainsi, mais que je commencerai par la première partie qui consiste à, à un lancement de développement. Nous avons eu brièvement un gouvernement socialiste sous Ali Swali, d'inspiration Nyerere, et on dit aussi que c'est notre Sankara national. Il a été dégommé par l'arme secrète de la France-Afrique en la personne de Bob Denard. Et donc, en cette période-là, à l'extérieur, et plus particulièrement en France, il y avait l'association des stagiaires et des étudiants comoriens, en France essentiellement. Après, ça s'est étendu dans d'autres pays, d'ailleurs, tels que le Sénégal, en tout cas, des pays francophones qui ont accueilli des étudiants. Et cette association d'inspiration maoïste a cohabité parallèlement pour les plus anciens. Vous connaissez la FEANF, la Fédération des étudiants de l'Afrique noire en France, également très engagée, plutôt d'orientation, on va dire, marxiste à l'époque. Et donc, c'est au sein de cette association qu'ont été menés le combat contre le colonialisme dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, contre la France-Afrique, puisque le président Ali Swali, dont je viens de vous parler, qui a pris le pouvoir en 1975, a déclaré les Comores aux Nations Unies, grâce d'ailleurs à un certain lobbying aidé par un certain Salim Mohamed Salim, un diplomate de la Tanzanie. Donc, ce clin d'œil, c'est le fait que, c'est pour appuyer le fait que les Comores ayant déclaré son indépendance unilatéralement, a dû, à partir de ce moment-là, subir la vengeance de la France coloniale. Or, avec un gouvernement socialiste sous Ali Swali, qui a déclaré, donc qui a demandé l'admission aux Nations Unies, les résolutions qui ont été proposées et adoptées spécifiaient explicitement le fait que les Comores, c'est un archipel de 4 îles initialement, et que en raison de la règle qui consiste à rester dans les frontières avant la décolonisation, en raison de cela, on a spécifié nommément les îles en question, les 4 îles. Et en 1976, la France coloniale ne l'entendait pas de cette oreille et a procédé à l'occupation par la force de l'île comorienne de Mayotte. Donc, pour nous, dans notre narratif, c'est une occupation des terres, une manipulation de la population pour que celle-ci
procède à une scission, donc, et jusqu'à maintenant, et c'est surtout une manipulation du droit international, puisque le droit international s'est prononcé, toutes les institutions internationales ont validé donc l'unité, l'intangibilité des frontières des Comores dans les 4 îles. Donc, occupation coloniale, et on a évolué vers, donc, je dis sans transition, à l'heure de maintenant, on a évolué vers un système d'apartheid. On aura l'occasion de creuser cela en balayant d'autres thématiques. Donc, pour ce deuxième point, c'était de dire que l'association des stagiaires et étudiants des Comores ont combattu fermement la France-Afrique qui s'était introduite au pays, puisque, oui, il fallait que je le signale, lorsque Bob Denard a été envoyé pour assassiner le président Ali Saleh, il a régné en maître pendant une dizaine d'années dans le pays. Et donc, l'ASEC a muté, pour ceux qui ont pu rentrer, en ce qu'on appelait le parti Front démocratique. C'est notre parti, on va dire, c'est un parti de gauche, puisque initialement, ils étaient marxistes-léninistes, maoïstes, et malheureusement, avec une présence aussi massive de la France-Afrique avec le bras armé des mercenaires de la junte française de l'époque, eh ben, ce parti de gauche a été décimé. Et je peux signaler également, parce que j'ai une pensée triste, du grand leader du Front démocratique qui, alors qu'il est en exil en Tanzanie, puisque nous sommes sous dictature avec le colonel Azali, et que lui, ayant estimé que le trafic des élections qui ont eu lieu la dernière fois, autour de 2019-2020, ben, il est établi que après avoir travesti la Constitution, après avoir changé les institutions en sa faveur, eh ben, il a pu aussi trafiquer les urnes et s'imposer au pouvoir. Moyennant quoi, l'opposition s'est réunie et a élu un gouvernement en exil, dont le président s'appelle Mustafa Seychek, actuellement en exil en Tanzanie. Alors ça, c'est notre chapitre qu'il y aura l'occasion de le développer en interne aux Comores dans le cadre de l'Union des îles également, et aussi dans le cadre de la solidarité panafricaine, puisque aujourd'hui, l'opposition politique, l'ensemble de la classe politique dans l'opposition est en difficulté, hein, il en est ainsi dans la dictature, et on cherche une voie. En 2024, il va y avoir des élections, donc là, le débat, il est ouvert. Je pense que nous pourrons y revenir. Donc ça, c'est cette deuxième partie-là, de dire que la gauche, en tout cas l'opposition au parti comprador de l'époque, a été mise en place à partir de la diaspora. Et ceci se passait dans les années 70-80, et dans les années 90, la France-Afrique s'est renforcée, même si Bob Denard a été exfiltré par le gouvernement de la gauche sous Rocard à l'époque. Eh ben, on nous a créé des sécessionnistes. Donc ça, c'est des concepts également qu'on retrouve, y compris dans le continent.
on nous a créé des séparatistes et c'est ce qui a permis, à la fin des années 90, au colonel Azali de faire, dans un premier temps, un coup d'État militaire et dans un deuxième temps, de dire que maintenant, 2 ou 3 ans après, voilà, on va changer la constitution et ensuite on va aller aux élections. Il s'est fait élire une fois et là, il est à nouveau de retour 10 ans plus tard. Et pendant toute cette période-là, c'est la France-Afrique Info. Donc, vous avez deux branches importantes. Une première branche, c'est l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte. Donc, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous sommes en pleine gestion de cette île comorienne par un gouvernement de la junte française avec un certain Darmanin, qui est quand même quelqu'un de l'extrême droite. Donc, imaginez tous les effets collatéraux que cela peut supposer. Et la deuxième partie, c'est la France-Afrique avec le colonel Azali qui est revenu aux affaires et qui a comme un réseau de préférence Macky Sall, dont on parlait tout à l'heure, Macky Sall que Azali a succédé à l'Union africaine, poussé par la France. Donc, et je voudrais souligner au passage une autre thématique à notre cher journaliste panafricain. Il y a une thématique à étudier sur le déplacement de la France-Afrique, finalement, de l'ouest vers l'est, qui n'est pas une contradiction, lorsqu'on sait que la France-Afrique, c'est de défendre les intérêts supérieurs des gens qui gèrent la France et le déplacement de l'Ouest parce qu'ils sont chassés de l'Ouest, ils s'installent avec leurs industries, Shell, Bouygues, Orange et compagnie, sur toute l'Est, sur toute la partie Est. Et la partie Est, c'est en Mozambique et en Tanzanie où il y a Shell, ou plutôt Total, jusqu'à Nairobi. Rappelez-vous récemment, lorsque le président le président du Kenya devait concourir avec Azali pour la présidence tournante de l'Union africaine, eh ben, la France s'est chargée de le faire retirer sur une base de négociation commerciale. Il y a aujourd'hui jusqu'à deux dizaines de grandes entreprises françaises installées au Kenya. Alors, donc, sur cette dernière partie donc, que je qualifierais de France-Afrique exacerbée, doublée d'une occupation coloniale des terres comoriennes, je pourrais citer un rôle majeur joué par la diaspora. Je suis le coordinateur d'un collectif qui s'appelle Collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores. On est là depuis une bonne trentaine d'années. Sur donc les deux axes. Premier axe, c'est recouvrer notre souveraineté sur l'île comorienne occupée colonialement. Et le deuxième axe, c'est en finir avec la France-Afrique qui nous a installé un dictateur. Donc, et qu'est-ce qu'on fait de l'extérieur? Eh ben, on est à même de faire appel à la solidarité internationale. Et je voudrais vous citer 2 ou 3 cas de ce point de vue-là. L'île de Mayotte a subi la départementalisation au forceps par le président Sarkozy, qui aurait fait des promesses électorales et puis tac, vient donc
j'ai eu l'occasion de dire qu'il y a quelque chose d'assez vertigineux parce que la situation de Mayotte, où on nous vend un narratif selon lequel ils sont plus français que comoriens, qu'ils ont toujours été français. J'ai eu à le rappeler en prenant un peu plus de temps. L'origine de cela, c'est que à la fin du 19e siècle est arrivé donc on va dire un prince s'appelle Andian Ansuli, qui venait de Madagascar, et il est accueilli à Mayotte et il a réussi à faire dégommer, c'est le sultan qui l'avait accueilli, et un commandant Passo, un capitaine Passo passait par là, et donc Andian Ansuli lui aurait vendu cette île contre quelques piastres et la protection des ailes. OK. Et donc, sans transition, on arrive dans les années 40-45 où on a une autonomie interne et donc les indépendances, le vent des indépendances commence à arriver et à se faire sentir. Et il y a un individu qui arrive de l'île de Sainte-Marie, Sainte-Marie où il y a de l'île de Madagascar, qui devait prendre son indépendance. Et lui, bon, c'est un créole, il arrive et il dit aux Mahorais, si on prend l'indépendance avec les autres îles, on va être lésé. Donc au départ, c'est juste voilà, une question de petits conflits de pouvoir entre les îles, du fait que le député de l'époque était de la Grande Comore, une des îles, la mienne, et que on lui a demandé de déplacer la capitale qui était Dzaoudzi à Mayotte, de la déplacer vers la Grande Comore. Bref. Alors, je vous raconte ça dans le détail parce que ça s'est passé en 1978, où il y a eu un congrès, et ce congrès qui a réuni ce qu'on appelle le congrès des notables, et cet individu arrive et il dit il faut qu'on s'oppose à tout projet de nous réunir avec les trois autres îles, et ça serait bien que l'on prenne l'option de la départementalisation, comme à La Réunion. Voilà, ça vient de là. Et exactement 50 ans après, Sarkozy arrive sans transition et dit, OK, je vous donne la, euh, le statut de départementalisation. Il s'est passé pas mal de choses depuis dans ce que nous appelons l'ancrage forcé de Mayotte dans la France, en particulier en 1995, un gouvernement de cohabitation sous François Mitterrand avec Balladur, ont créé, en fait, ont imposé un visa qu'on appelle le visa Balladur pour rentrer dans l'île de Mayotte, pour tous les Comoriens des autres îles qui veulent aller à l'île de Mayotte. Et donc là, on a créé une frontière artificielle avec nos frères et sœurs de l'île de Mayotte. Et ce faisant, là-bas, les Comoriens qui veulent aller là-bas, comme il y a une administration qui ne leur donne pas de visa d'entrée, eh ben, ils sont considérés comme étant des étrangers, etc. Et donc, politique migratoire. J'ai eu l'occasion de dire dans une intervention, là c'est au Parti communiste français, la question c'était est-ce que Mayotte, en tant que colonie française, est une zone d'expérimentation de la politique migratoire? Ben, je suis au courant hein, parce que ça a coûté la vie à 30 000 morts, cette blague cynique. Voilà. Donc, je reviens. Donc,
je vais conclure sur les trois exemples du rôle de la diaspora. Nous, en 2009, on a mobilisé ce qu'on appelle le collectif anticolonial en France, enfin, il est international, et on a fait des conférences de dénonciation avec Madame Bidi. Si vous savez qui c'est Bidi, c'est lui qui a écrit Memba sur le Cameroun. Il a un surnom qui m'échappe. L'organisation survit avec des élus du PCF. Et je vous signale ce fait parce qu'on a été, comme des grands garçons, à aller demander au PCF et avec tous les partis qui ont comme principe l'anticolonialisme. Et ils ont fait le job, on a fait du tapage, ils ont même été reçus par le président comorien de l'époque. Sauf que, voilà, on a au moins essayé ça, nous, de l'extérieur, sauf que la France-Afrique s'est avérée encore plus forte. Voilà, c'est sur place que ça n'a pas été suivi d'effet. Je cite les deux derniers exemples. En 2014, François Hollande va rendre visite à la commission de l'océan Indien avec comme projet de leur proposer de renommer ça un ensemble de l'océan Indien. Un ensemble de l'océan Indien, ça veut dire que les entités sont les mêmes, et y compris l'île de Mayotte, qui fait partie de l'ensemble de l'océan Indien, on oublie que c'est une île comorienne. Alors que la Commission de l'océan Indien regroupe des États, des chefs d'État indépendants, plus l'administration de la Réunion. Et donc, nous, une fois qu'on a eu vent de cela, on a contacté directement les chefs d'État, on les a eu au téléphone et ils ont fait capoter le projet. Pourquoi c'est important? C'est parce que au moment où, avec mon équipe, on est en train de travailler sur ça, quand on demandait des informations en interne au pays, les gens n'étaient pas au courant. Donc, être à l'extérieur et être engagé pour son pays, c'est important. Parfois, ça peut déboucher sur, à minima, une complémentarité d'action, dans le sens où on peut mettre en place des actions que ceux qui sont au pays ne sont pas les plus à même de les placer. Et la même année, dans le même passage de François Hollande, il est allé voir le président comorien de l'époque pour lui faire signer des accords d'amitié. C'est toujours ça, c'est toujours des accords d'amitié, de coopération. Sauf que nos partenaires à l'extérieur, ici, on a la CIMAD, y compris LDH, ont pu avoir l'information et nous a informé comme quoi le texte qui est en projet stipule que le gouvernement comorien a la responsabilité d'empêcher les Comoriens d'aller sur l'île de Mayotte, c'est-à-dire qu'à leur charge, ils doivent surveiller les frontières artificielles établies entre Mayotte et les autres îles comoriennes. Ça veut dire qu'ils signent tacitement le renoncement de l'appartenance de l'île de Mayotte aux Comores. Donc, on a intervenu. Tiens, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon grand frère Moustapha Chek, du Parti Front démocratique. À cette période-là, il était conseiller du président de l'époque. C'est une présidence tournante, mais ça, c'est une histoire encore compliquée qui ne facilitait pas la cohésion. Et donc, grâce à cela, on a pu bloquer. Et donc, on va dire que pratiquement 5-7 ans plus tard, lorsque le dictateur est revenu, c'est rentré en application, ce dont je viens de vous parler.
La France de Macron dit même qu'il a mis sur la table 150 millions pour le fameux aide au développement pour que le gouvernement comorien accepte les fameux conseillers militaires, voire même former, on va dire, des agents de sécurité pour empêcher les Comoriens d'aller à Mayotte. Et en 2023, là, on y est, là, fin 2022, 2023, on a eu également Darmanin, le gouvernement de Macron, qui a lancé une opération homicidaire qu'on appelle l'Ouambouchou, qui consiste à aller et éradiquer, consiste à aller à raser des bidonvilles massivement, à sortir massivement les sans-papiers, c'est-à-dire les Comoriens indésirables là, et nous, on a agi et, soi-disant, lutter contre la délinquance. La délinquance dans un système colonial qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et d'ailleurs, soit dit en passant, vous avez dû entendre dans la presse que l'île de Mayotte souffre de manque d'eau. Et je pourrais m'arrêter là-dessus parce que c'est ahurissant le fait que lorsque un gouvernement d'extrême droite occupe les terres chez les autres, il fait ce qu'il veut, il peut leur priver d'eau, il peut raser des quartiers chez les pauvres pour récupérer des terres, pour placer donc par la suite les infrastructures, faire de Mayotte quelque chose d'attrayant. Et c'est vraiment ma conclusion. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que Total est est sur la côte est, là, il est à Mozambique et en Tanzanie. Et je vous révèle également que les Comores ont des énergies fossiles en offshore à explorer, que le président Azali cherche à tout prix, parce que bon, ça a été déjà géré par ses prédécesseurs, cherche à tout prix à donner à Total. Donc, je vous fais le dessin. Aujourd'hui, la France-Afrique, plus exactement, parce qu'il s'agit des Total, Bolloré, de toute cette bande-là, une fois qu'ils occupent Mayotte, eh ben, ils en font leur chose, et ils jettent à la mer les pauvres, et puis ils récupèrent des terrains pour faire quelque chose d'attrayant pour faire pour le développement in fine de la spoliation par les grandes industries françaises. Et c'est cela que la diaspora, dont je fais partie, doit faire face. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour retomber sur mes pieds dans le projet de l'ONS? C'est de dire que la solidarité transversale, la solidarité en réseau de toutes les forces de progrès qui se battent pour les mêmes causes, ben, le réseau panafricain doit aider ces îles occupées à se libérer du prédateur. Parce que le schéma dont je viens de vous parler, je pense que vous avez cru que je parlais des attaques des sionistes dans la bande de Gaza. C'est ressemblant. Raison pour laquelle nous avons évoqué ces deux questions que l'on peut regarder en face parce que c'est exactement le même système, raison pour laquelle la solidarité internationale la plus large possible par le bas, c'est la seule chose qui le fera reculer et il faut qu'on y arrive et nous avons pris les bonnes options et nous y arriverons, soyons confiants. Je vous remercie de votre grande patience et de cette possibilité pour moi de plaider aussi pour une cause qui me lie depuis de longues années maintenant.